Alors tout d'abord, je vais commencer par un petit peu d'histoire. Vous le savez, de 802 à 1431, l'Empire Khmer a été sur une partie de la Birmanie, une partie du Laos, une partie de ce qui est le Vietnam aujourd'hui, une partie de la Thaïlande aussi. C'est en fait 13 fois le territoire que les Français ont trouvé en 1863 et c'est 7 fois le territoire actuel du Cambodge, puisque le Cambodge actuel c'est 181 035 km². On voit ici le Cambodge actuel et on voit la taille de l'Empire Khmer. Alors peu à peu, il y a eu des conflits au sein de l'Empire Khmer. Alors il y a beaucoup de versions qui s'affrontent. Au départ, on disait que au moment de la construction des temples d'Angkor et quand Jaya Manset a pris le bouddhisme du petit véhicule comme religion, ça a été le début du déclin. Il y a des explications qui sont à mon avis plus pertinentes au musée Sosoro, donc nous avons la chance d'avoir le directeur ici, bonsoir Blaise, qui est qu'en fait il n'y avait pas de monnaie à ce moment-là, et pas de monnaie ça veut dire pas la capacité de maintenir une armée, et donc petit à petit les voisins ont grignoté, et on va voir petit à petit le Cambodge qui va être diminué pour représenter pas grand-chose ensuite. Voilà, un peu moins de 100 000 km, quand en 1863, le roi Norodom Ier a fait appel à la France pour installer un protectorat. Alors en fait, les Français qui étaient déjà au Vietnam étaient intéressés d'être des deux côtés du Mékong, et ils pensaient pouvoir en fait utiliser le Mékong comme voie de navigation jusqu'en Chine. Puis ils se sont cassés un petit peu les dents, puisqu'en 1867, le voyage d'Oudard de Lagrée s'est rendu compte qu'il y avait les chutes de cône et qu'on ne pouvait pas traverser les chutes de cône comme ça. Ils ont essayé d'installer un système de chemin de fer, mais ça n'a pas beaucoup fonctionné. En 1941, il a fallu trouver un nouveau roi, et la femme de l'amiral de Kouh, qui était le résident, a proposé que le jeune Norodom Sihanouk, qui avait à l'époque 19 ans, devienne le roi. Alors, au départ, il pensait que Sihanouk serait facilement manipulable. Et en fait, il s'est révélé être quelqu'un d'extraordinaire, un diplomate et un chef d'État un petit peu hors pair, qui a obtenu l'indépendance du Cambodge en 1953, qui s'est mis avec les non-alignés, qui faisait partie de la conférence de Bandung en 1955, et qui en fait a développé le Cambodge avec le Rehastrem Nyum, Sampo Rehastrem Nyum, qui en a fait un peu la Suisse de l'Asie. Et à l'époque, il y avait Lee Kuan Yew qui était à Singapour, qui est venu au Cambodge et qui trouvait que Phnom Penh était tellement belle. Il a dit, un jour, je ferai de Singapour une ville aussi belle que les Phnom Penh. Mais c'était sans compter la guerre qui était au Vietnam, avec le Nord-Vietnam qui se battait contre le Sud-Vietnam, avec les Américains qui s'enlisaient après que les Français se soient enlisés eux-mêmes. Et en fait, le Cambodge était traversé par la piste Ho Chi Minh et le Nord-Vietnam utilisait le Cambodge pour aller combattre au Sud-Vietnam. Ça déplaisait beaucoup aux Américains. Les Américains ont souhaité installer des bases arrières au Cambodge. Sihanouk a toujours refusé, prenant l'indépendance, prenant la neutralité. Et en 1970, le 18 mars 1970, alors qu'il était à Paris, en fait, ils ont organisé la destitution de Norodom Sihanouk. Il n'a pas appris tout de suite. Alors, vous connaissez probablement Alain Daniel, pardon. Alain Daniel était le secrétaire du cabinet privé de Sa Majesté, et il faisait partie du voyage quand Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk est rentré en direction de Phnom Penh en quittant Paris. Il est arrivé à Moscou. À Moscou, ils ne lui ont pas indiqué tout de suite, et c'est en remontant dans l'avion que Sihanouk a appris qu'il avait été destitué. Ils sont arrivés à Vladivostok. À Vladivostok, ils ont été accueillis en souverain. Et puis ensuite, ils ont pris la direction de la Chine. Et le 23 mars, les Chinois lui ont proposé de faire un appel, l'appel de Pékin,
pour demander à la population cambodgienne de refuser le gouvernement de Lon Nol et à combattre aux côtés des Khmers rouges, qui étaient des guerrieros que Sihanouk avait lui-même nommé les Khmers rouges, qui étaient des communistes pro-chinois. Et c'est comme ça qu'en fait, le Cambodge va complètement rentrer dans la guerre, une guerre de 70 à 75, avec plus de bombes qui vont être déversées sur l'Est cambodgien que sur toute l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ça va être terrible, ça va être beaucoup de morts, et surtout ça va permettre petit à petit, eh bien, à la population et aux jeunes qui souhaitaient revoir Sihanouk de rejoindre les Khmers rouges et de renforcer les forces Khmers rouges. Le 17 avril 1975, ça a été l'entrée des Khmers rouges dans Phnom Penh. Ils ont été accueillis au départ comme des libérateurs. La gauche française les a salués avant de se rendre compte que c'était une véritable catastrophe et qu'un autogénocide était en train de s'organiser, qui a duré 3 ans, 8 mois et 20 jours. Alors si on reprend ici un petit peu le Cambodge, on a le Mékong, donc qui le traverse. Ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Cambodge, c'est de savoir que quand il arrive ici, au niveau de Phnom Penh, au niveau de Chaktomuk, eh bien, au moment de la saison des pluies, quand l'eau fond dans l'Himalaya et que la saison des pluies le gorge d'eau, son niveau monte de 7 mètres et il se trouve plus haut que le niveau du Tonlé Sap qui relie le lac, ce grand lac qui est au centre du Cambodge, et donc l'eau s'inverse. Et on a un Tonlé Sap qui passe de 2700 à 12 000, voire 14 000 km², c'est-à-dire 20 fois le lac Léman, si vous voulez quelque chose pour comparer. Et c'est 60 fois plus d'eau. Alors ça a permis au Cambodge, eh bien, en fait, de nourrir énormément de population, et c'est le contrôle de l'eau qui avait permis aux Khmers de connaître la grandeur des Khmers. Alors, là où il y a le papillon, c'est le camp de Site 2. Pourquoi il y a eu ce camp? En fait, après que les Khmers rouges se soient installés au Cambodge et ont mis ce système d'horreur où ils ont envoyé les gens des villes à la campagne, en fait, ils se sont dit, nous qui sommes les descendants des grands rois d'Angkor, on va récupérer les territoires que le Vietnam a eu de la France, le Kampuchea Krom, et il y a eu des incursions Khmer rouges côté vietnamien. Mais entre-temps, les Vietnamiens avaient fait l'unité. En fait, les Américains avaient perdu la guerre et les Soviétiques avaient mis en place un système du communisme pro-soviétique. Et donc, le 7 janvier 1979, les Vietnamiens vont envahir Phnom Penh, libérer Phnom Penh et peu à peu libérer l'ensemble du Cambodge. L'ensemble, pas tout à fait, parce qu'en fait, il va y avoir des poches de guérilla qui vont se réorganiser à travers les 3 factions. Quelles sont ces 3 factions? Ce sont les factions d'opposition. C'était les royalistes de Sihanouk, les nationalistes de Son Sann, qui était le premier ministre de Sihanouk, qui a été le gouverneur de la banque centrale, et les Khmers rouges. Et c'est là où on se dit, mais comment se fait-il que les Khmers rouges, après l'horreur des 3 ans, 8 mois et 20 jours, continuent à pouvoir combattre et vont être soutenus par la communauté internationale. Ils vont même garder le poste du Cambodge aux Nations Unies jusqu'en 1989. Alors, c'est en 1984, il y a une grande... on demande aux jeunes à l'intérieur du Cambodge de rejoindre l'armée vietnamienne, d'aider à venir combattre. Et en fait, il y a un grand mouvement de l'armée vietnamienne pour lutter contre la guérilla tout le long de la frontière, qui s'est installée dans la frontière. Et à ce moment-là, en 1984, la communauté internationale fait pression sur la Thaïlande pour que la Thaïlande accepte des camps de réfugiés tout le long de sa frontière à l'intérieur de la Thaïlande. On va avoir comme ça, en fait, 375 000 réfugiés qui vont faire une ceinture humaine. Alors
regarde ça avec un peu de recul, on va se rendre compte que la Thaïlande, à l'époque, avait très peur de l'expansion du communisme soviétique. Il faut savoir que le Laos était communiste pro-soviétique, le Vietnam était communiste pro-soviétique, et que le Cambodge était communiste pro-soviétique. Et le jeu de domino faisait que le prochain sur la liste, c'était la Thaïlande. Et la Thaïlande n'avait pas la capacité militaire à l'époque de vraiment combattre. Et en fait, les Thaïlandais vont trouver aussi un moyen d'aider ces provinces relativement pauvres de l'Est thaïlandais, puisqu'ils vont accepter la présence des camps de réfugiés, mais ils vont dire, chaque fois qu'$1 sera investi dans les camps de réfugiés pour aider les Cambodgiens, $1 sera investi en Thaïlande pour aider ces provinces. Alors le camp de Site 2, c'était celui-là. Et pour moi, c'était un choc. J'étais jeune contrôleur de gestion pour le groupe Accor. Je venais d'arriver en 1989, en décembre 89, à Bangkok. Et je donnais de l'argent à une organisation humanitaire qui travaillait dans les camps. Et j'ai été voir un jour le camp de Site 2 pendant un week-end. Et là, j'ai découvert, sur 7,6 km², il y avait la deuxième ville de Cambodgien dans le monde. C'était 215 000 personnes sur 7,6 km², derrière des barbelés. 50% étaient des enfants de moins de 14 ans. Alors c'est un camp sur une terre qui est très aride, parce que les Thaïs ne souhaitaient pas que les Cambodgiens s'installent. Donc comme vous le voyez, toutes les maisons étaient en bambou et en feuilles de latanier, pour justement leur dire, le jour où on ne veut plus de vous, eh bien, vous devrez partir. Et on va le voir aussi, en fait, tout l'approvisionnement en eau, il n'y avait pas, les puits ne fonctionnaient pas, il y avait très peu d'eau en sous-sol. Et on va, en fait, apporter des camions-citernes tous les jours pour dire aux Cambodgiens, vous voyez, vous dépendez de l'aide qui vous est apportée, et le jour où on aura décidé que vous ne serez plus les bienvenus, on coupera l'eau. En fait, ils n'étaient pas réfugiés au terme des accords des Nations Unies, ils étaient des personnes déplacées. Chaque habitant avait droit à 20 litres d'eau par jour et par personne, ce qui ne faisait pas beaucoup, et était nourri par les Nations Unies. Voilà l'hôpital, un des hôpitaux du camp. Donc vous voyez, c'était très basique. Et quand on venait de Bangkok, on avait l'impression que c'était vraiment une situation très très dramatique. Et ce qui m'a choqué beaucoup, c'est de voir que dans ce camp de réfugiés, il y avait aussi des gamins abandonnés. Alors on se dit comment, avec l'aide des Nations Unies, avec la fourniture du riz, du poisson, de la nourriture, des soins médicaux fournis par des ONG, comment on peut se retrouver avec des gamins qui sont abandonnés, des gamins qui errent dans le camp. Alors il faut savoir déjà qu'il y avait beaucoup d'enfants. Les camps étaient avec une présence étrangère de 7h du matin jusqu'à 5h le soir, et de 5h le soir à 7h du matin, il n'y avait pas d'électricité, etc. Les Cambodgiens étaient donc sous la responsabilité de l'administration cambodgienne, avec autour une armée ou une police thaï, d'abord la Task Force 80, la Task Force 80 qui n'était pas très tendre, et puis ensuite cette Task Force ayant eu tellement de problèmes avec la population khmer qu'elle a été remplacée par la TTPU qui était financée par les Nations Unies pour organiser quelque chose d'un peu plus propre. Et en fait, dans ce camp, donc, des gamins se retrouvaient tout seuls. Il faut savoir que la population qui était dans les camps de réfugiés à partir de 84, la plupart du temps avait connu la guerre civile de 70 à 75, les Khmers rouges de 75 à 79, les camps de 79 à 84 côté cambodgien qui étaient pourchassés par l'armée vietnamienne, et ensuite dans les camps de réfugiés sans savoir quand la paix serait signée. On ne savait pas, on savait qu'il y avait eu des pourparlers en 87 et 88 en France, notamment à Saint-Germain-en-Laye, entre Sihanouk et Hun Sen. On avait eu des pourparlers de Jakarta, mais en fait on ne savait pas du tout. Et quand j'ai vu tous ces gamins, je suis rentré à Bangkok, et le lundi matin, en remontant au 25e étage de ma tour en verre, je me suis demandé ce que je foutais là. Et je me suis dit, je vais essayer de me mobiliser pour aider
ces gamins qui notamment étaient arrêtés par la police du camp, puisque le camp en fait avait aussi sa police, ses hôpitaux, même sa prison. C'était une ville dans la ville. C'était 215 000 personnes, c'était donc bien la deuxième ville de Cambodgien dans le monde. Et là, j'ai commencé à me dire, je vais en parler aux expatriés de Bangkok. On a commencé à faire de la recherche de fonds. Alors la première chose, ça a été un spectacle de clown, vous me voyez là en rouge. On a fait un spectacle de clown à l'Alliance française de Bangkok pour essayer de trouver des sous. Et la première opération qu'on a faite, c'était d'essayer de donner une dignité, redonner une dignité à des enfants qui en avaient plus. Leur donner des cahiers d'école, leur donner des uniformes, pour leur permettre de retourner à l'école comme les autres, en uniforme. Et puis très rapidement, je me suis dit, mais c'est bien, mais c'est peut-être pas suffisant, parce que ça ne va pas aider beaucoup ces gamins qui sont dans la rue et qui sont arrêtés par la police, et que les parents ne viennent pas récupérer. Et c'est comme ça qu'avec Sinat, un Cambodgien, on a ouvert, on a construit puis ouvert un petit centre, un centre de protection qui acceptait 35 enfants. Ça va être les débuts de l'organisation Pusartmay. Et la première enfant, c'était Panya, qui aujourd'hui est adulte, qui avait été récupérée au Cambodge par une famille qui se mettait là-bas en Thaïlande. Et donc Panya était la première orpheline. Et puis peu à peu, il y a eu d'autres enfants qui ont pu vivre là, qui allaient à l'école à l'extérieur, et ça a été toujours la philosophie de Pusartmay, c'est-à-dire ne pas être autosuffisant, mais au contraire s'ouvrir sur l'environnement. On avait des enfants qui étaient pris en charge et on avait aussi un soutien dans des familles qui étaient en difficulté. Et puis ça va se développer. Sans qu'on sache où on allait, parce que on ne savait pas quand la paix serait signée. Moi j'avais pris une année sabbatique. J'enseignais en fait la comptabilité pour le CIPAR. Vous connaissez aujourd'hui le CIPAR, qui est une excellente organisation dont nous avons le directeur quelque part par là, voilà, bonsoir Soti, qui avant de faire des bouquins ici au Cambodge, eh bien, on faisait de l'enseignement du français dans les camps, et puis a aussi monté une petite école de commerce, et j'avais été embauché comme prof de comptabilité pour cette école de commerce. Et en fait, j'ai développé avec les Cambodgiens cette petite structure pour les enfants à côté de mon poste de contrôleur, de prof de comptabilité. Très rapidement, on va enseigner aux enfants à retrouver leur culture, retrouver une identité, non seulement une dignité, mais une identité, pour ensuite avoir une intégration. C'est les trois valeurs de Pusartmay: identité, dignité, intégration. Donc des groupes de musique et de danse qui vont permettre aux enfants de retrouver leurs racines. Et puis très rapidement, quand la paix a été signée, le 23 octobre 1991, eh bien on s'est rendu compte que cette population des camps de réfugiés allait retourner au Cambodge, mais que les enfants ne connaissaient pas le Cambodge. Ils ne connaissaient rien du Cambodge. C'est des gamins qui étaient nés dans les camps de réfugiés, ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un buffalo, ils n'avaient jamais vu de buffalo, ils n'avaient jamais vu la rizière. Ils avaient vu, pour eux, le riz poussait dans les sacs des Nations Unies. Quand les premiers qui dansaient sont venus à Bangkok avec nous, ils se tapaient dans les vitres parce qu'ils n'avaient jamais vu de vitres de leur vie. Ils avaient du mal dans les escaliers, les ascenseurs, je ne vous raconte même pas, et les escalators, ça a été une épopée. Et donc on a préparé une exposition dans le camp de réfugiés qui s'appelait Rizière, deux cultures à découvrir. Donc la culture du riz, comment ça pousse, donc on expliquait aux enfants comment ça pousse, comment les différentes étapes, mais aussi toute la vie autour de la vie de la rizière, c'est-à-dire les fêtes traditionnelles, le mariage, le bopil, les fêtes bouddhiques, etc., pour justement permettre aux enfants de connaître un peu mieux leur culture. Alors, cette démarche, elle était critiquée par certains, et elle était très appuyée par le Père Ponchot, que j'aimais beaucoup, et qui nous a soutenus, et qui nous a dit continue, et dans le cadre de la paix, vas-y, va voir au Cambodge comment ça se passe. Alors, on avait des réunions dans le cadre des Nations Unies, et moi j'ai tout de suite proposé, j'ai dit, mais il faut que les responsables cambodgiens puissent retourner au Cambodge pour se rendre compte de ce qui se passe au Cambodge, quelle est la réalité du Cambodge. Parce qu'on était dans un camp, avec une certaine propagande, qui était la propagande politique des gens des camps.
comme il y avait la propagande de l'autre côté, côté cambodgien, et connaître la réalité, c'était beaucoup plus compliqué. Et puis les Nations Unies m'ont dit, mais tu rêves, tu te prends pour qui, on ne va pas emmener les Cambodgiens comme ça au Cambodge. Et je dis, bon, ok, peut-être c'est pas possible. J'ai quand même obtenu un passeport pour mon directeur, et puis on est allé à Bangkok prendre un avion. À l'époque, il y avait un avion qui était organisé par Transindo, ça coûtait une fortune. On ne pouvait pas passer la frontière parce que la frontière était fermée, il n'y avait toujours pas d'accord avec la Thaïlande. Et il faut savoir que l'avion qu'on prenait, il n'était même pas affiché à Bangkok, puisqu'il n'y avait pas d'accord entre la Thaïlande et le Cambodge, il n'était pas affiché. On avait un petit gars avec un panneau qui disait Phnom Penh. À ce moment-là, on donnait nos passeports, il prenait les passeports, il allait les faire tamponner. Pendant ce temps, on prenait un minibus pour aller à l'aéroport domestique, et là, on partait dans un Antonov vers Phnom Penh. On arrivait à Phnom Penh, il y avait à peine des gars de l'immigration, on allait chercher les bagages directement à l'avion, et on s'intégrait dans la ville où il n'y avait pas de voiture, il y avait des cyclos en quantité. Et je suis tombé donc en décembre 91 avec les manifestations, notamment d'étudiants, contre la politique à l'époque. Donc on est allé au Cambodge. Et puis ensuite s'est organisé le grand rapatriement par les Nations Unies. Ça c'est le 30 mars 1992, une grande fête dans les camps de réfugiés pour démarrer le rapatriement. Il y aura 527 personnes qui vont être envoyées le premier jour. Et puis, il va y avoir un flot un petit peu continu de gens jusqu'à ce que ça se passe relativement mal. Puisque les Nations Unies avaient proposé à ceux qui revenaient au Cambodge de retrouver une terre. Et puis très rapidement, les terres qu'on leur fournissait étaient déterminées, où l'argent qu'on leur donnait était absolument pas suffisant, puisqu'on donnait $50 par personne pour rentrer. Et donc il y a eu un retour des réfugiés vers les camps qui ont commencé à brûler des bâtiments des Nations Unies, sachant qu'en Bangou ça brûle assez bien. Et il y a eu donc un mouvement un petit peu difficile qui a stoppé le rapatriement. Nous, on a continué notre petit bonhomme de chemin et on a préparé le rapatriement. Alors d'un des centres de Koh Samui, puisqu'on avait monté un deuxième centre entre-temps, vers Siem Reap, en bus. Alors c'était une route, on partait des camps de réfugiés, on allait vers Sisophone, d'abord Aranya Pratet, puis Sisophone, puis Siem Reap. C'est pas beaucoup de kilomètres, mais c'était beaucoup d'heures sur une route de terre défoncée, une route de latérite qui faisait beaucoup de poussière. En train pour Takmao, et ce voyage-là a été illustré par les Nations Unies avec un film qui a été fait pour le HCR, pour le financement du HCR. C'est un film qui s'appelle The Children of Koh Samui, qui était disponible sur YouTube, et aujourd'hui il est disponible, mais moyennant finance malheureusement, donc il n'est plus disponible. Il existait en DVD au marché russe, mais ça n'existe plus. Et quand les camps ont fermé, en avril 1993, eh bien, l'UNHCR a mis les derniers gamins des camps de réfugiés qui ont été trouvés à droite à gauche quand ils ont commencé à détruire les maisons. Ils les ont mis dans un camion et ils les ont emmenés vers notre centre de Sisophone. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit là-haut le visage juste derrière. Là, on voit quelqu'un qui est aujourd'hui chef d'entreprise et qui est membre du conseil d'administration de Koh Samui, qui est des gamins à l'époque et qui faisait partie des derniers gamins abandonnés dans le camp. Donc côté cambodgien, je me suis tapé des allers-retours. Alors il se trouve que dans les camps, j'avais de bonnes relations avec les autorités thaï. Je les avais invités dans le cadre de l'inauguration des expositions, ce qui a fait que, en fait, les Thaïs m'ont proposé d'aller demander au Suprême Command à Bangkok un laissez-passer pour passer la frontière à Poipet. Et donc, au lieu d'aller à Bangkok pour retourner à Phnom Penh pour revenir à Sisophone, il suffisait que je traverse la frontière à Poipet. Alors, la route nationale qui allait de Poipet à Phnom Penh, c'était ça. C'était de la terre. On avait l'impression que le Cambodge était beaucoup plus développé que ça, que les Cambodgiens vivaient beaucoup mieux que ça, et on s'est rendu compte que c'était la misère, et qu'au Cambodge, les gens étaient obligés de travailler pour survivre, alors que dans les camps de réfugiés, ils avaient été nourris sans travailler. Et c'est comme ça qu'on a construit donc à Siem Reap ce centre ici,
Celui-là à Takmao, la même chose. Et le troisième à Sisopone, des centres qui ont permis de rapatrier les enfants dont on s'occupait dans les camps de réfugiés. Mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, on allait rapatrier des gens et que ces jeunes allaient prendre des places dans les écoles où déjà il manquait de place pour les enfants du Cambodge. Et quand je suis arrivé à Phnom Penh, j'étais pas très bien vu parce qu'on me disait « Mais pourquoi vous travaillez pour les parasites ?» Je disais « Mais c'est pas des parasites, ce sont des enfants et ils vont revenir dans leur pays même s'ils sont pas nés là. » Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une haine entre les réfugiés des camps et les gens de l'intérieur. Les gens de l'intérieur avaient l'impression qu'on venait leur voler ce qu'ils avaient préservé et les gens des camps ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas revenir dans leur pays. Il y avait une incompréhension très importante. Et c'est comme ça qu'on a construit des salles de classe à côté des centres qu'on avait construits pour permettre aux enfants de Koh-Sartmey de pouvoir aller à l'école, mais dire aussi aux autres, vous voyez, on ne vient pas prendre vos classes, on vient en construire davantage pour qu'il y ait davantage d'enfants qui puissent venir à l'école. C'était des classes très très surchargées. Le ministère de l'Éducation a fait un très gros boulot depuis ces années 90. Et comme on avait fait la première exposition sur le patrimoine khmer, bien très rapidement on s'est rendu compte qu'en fait les enfants du Cambodge ne connaissaient pas tellement plus sur leur culture. Et on a monté une exposition qui s'appelait Cambodge, un peuple, une culture, pour essayer de montrer qu'il n'y avait plus les enfants des Khmers rouges, les enfants des pro-gouvernement, des pro-royalistes ou des pro-nationalistes, mais il y avait des enfants cambodgiens qui devaient petit à petit participer à la reconstruction de leur pays. Donc on va monter cette exposition qui va être itinérante, on va le voir, sur différents aspects. Et là j'ai la chance, je suis très honoré d'avoir son Excellence Samdi Sovatana, parce que son père, qui était le président de la Croix-Rouge cambodgienne, a mis à notre disposition un camion qui nous a permis pendant une année de balader tous les panneaux de l'exposition, de pagode en pagode, et d'aller chercher les enfants. Et c'est comme ça que, partout où il y a des papillons, il y a eu ces expositions sur le patrimoine khmer. Voilà. Et donc je tiens à le remercier. C'était un grand soutien. Et surtout, c'était une compréhension qu'ensemble, il fallait qu'on travaille pour l'unité du Cambodge. Puis peu à peu, on a développé aussi de l'art traditionnel. On a essayé de faire revivre le Sbek Tuit à Sisopone. Et aujourd'hui, on avait construit donc en 1995 un petit théâtre qui existe toujours. Et j'étais à Sisopone jeudi et vendredi pour justement rencontrer le gouverneur, puisque comme on a fait pour les écoles pour enfants aveugles avec une transmission au ministère de l'Éducation, on est en train de travailler avec le ministère de la Culture pour la reprise du Théâtre Dom avec ce petit bâtiment qui avait été construit par des étudiants de l'école d'architecture. Puis on avait créé un truc qui était, on s'était amusé, les équipes khmer s'étaient amusées, c'était un trivial poursuite khmer avec des questions khmer. Ça a marché un moment, et puis bon, ensuite ça a été oublié, comme beaucoup de choses qui ont été faites. Quand on est arrivé à Phnom Penh, petit à petit, il y avait les Nations Unies, 22 000 personnes, très bien payées, trop bien payées, des per diem de 170 $, et là aussi, on a une frustration de la part des Cambodgiens qui étaient au gouvernement, qui étaient eux avec des salaires ridicules, et qui, pour certains, avaient des maisons, ont habité une cabane derrière leur maison pour pouvoir louer leur maison et pouvoir commencer à récupérer un peu de sous, alors que les Nations Unies, avec une manne phénoménale, eh bien, sortaient, allaient dans les restaurants, il y avait des grosses dépenses. Et en fait, la ville est devenue une véritable lumière qui attirait notamment les gamins des rues. C'est comme ça qu'on va découvrir en fait le problème des enfants des rues au départ, qui vont débarquer. Et on va créer avec Sokpana le premier centre enfants des rues en 1993, ici à Tsadepo, et puis ensuite à Chamkama. Donc c'est des centres, puis à Poipet, puis à Siem Reap.
Et en fait, à Phuket, on va être confronté à un autre problème, c'est le trafic des enfants vers la Thaïlande. Pas mal d'enfants qui vont mendier en Thaïlande et qui se retrouvent en prison. J'ai été voir dans les prisons, on a passé un accord avec l'OIM et l'OIM renvoyait donc ces personnes par bus à Phuket. Et donc on a essayé de trouver des manières de les réintégrer, notamment pour des femmes seules avec des enfants, de leur fournir un bout de terrain et une maison. Et c'est comme ça le ministère des Affaires sociales nous a mis à disposition 8 hectares de terre à la frontière, un terrain qui était miné, qu'on a fait déminer, et sur lequel on a construit des petites maisons. Alors quand on voit ça, aujourd'hui, il y a des immeubles de 15-20 étages à la place de ces maisons. Et bon, c'était comme ça en 1995. Et pour ces enfants qui avaient été très traumatisés, on ne pouvait pas les insérer dans un centre de protection. Pourtant, les centres de protection étaient petits, puisque c'était 35 enfants. On a trouvé qu'il fallait une structure plus petite et on a développé ce qui est devenu la maison familiale pour accepter seulement 10 gamins. On a construit jusqu'à 11 maisons familiales dans différentes provinces du Cambodge. Et puis peu à peu, les enfants ont grandi, donc on les a formés à des métiers d'art, d'autres métiers en relation avec Don Bosco, avec d'autres associations, avec Friends. On avait aussi de la formation de gamins des rues au métier de la mer avec des chalutiers à Kompong Som, un projet qu'on a passé ensuite à PSE qui a fini par le fermer, de la couture, et des tas de métiers en fait qui permettaient à des jeunes de trouver un travail ensuite et de s'insérer. Et notamment, c'est pas un métier inutile, c'est celui d'éleveur et de paysan. Et pour les aveugles, on en parlera après, bien celui de masseur. Et en fait, on a créé comme ça des générations d'enfants, qui étaient heureux, d'enfants qui s'inséraient petit à petit, malgré les traumatismes passés. Alors, lui, il s'appelle Bana. Il a été abandonné dans le camp de site 2, dans un des hôpitaux de site 2. Et un jour, il nous a été amené dans le petit centre qu'on avait à site 2. Il était aveugle, il était plein d'énergie, il jouait au foot, il n'avait pas peur, il tapait à côté, il tombait, il avait une énergie phénoménale. Et quand on a rapatrié les gamins vers Tak Mao, il a vu tous ses camarades partir à l'école, et lui, il ne pouvait pas partir à l'école. Et il me dit, Benito, pourquoi je ne peux pas aller à l'école? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'école pour enfants aveugles. Et pourquoi il n'y a pas d'école pour enfants aveugles? Parce qu'il n'y en a jamais eu au Cambodge. Et pourquoi il n'y a pas d'école pour enfants aveugles? C'est pas juste. Dans les camps de réfugiés, il y a un petit programme qui existait, qui s'appelait l'école spéciale. Et c'est comme ça que je vais chercher partout Madame Paula, qui était la directrice du programme spécial dans les camps de réfugiés, que je vais finir par tomber sur elle dans un quartier de Phnom Penh, et qu'on va ouvrir en 1993 la première école pour enfants aveugles. Alors il faut savoir que le ministère de l'Éducation, au départ, ne souhaitait pas qu'on ouvre la première école pour enfants aveugles. Ils m'ont dit, bah non, de toute façon, ça ne nous intéresse pas, les enfants aveugles, ils vivent leur karma, ils ont fait de mauvaises actions dans une vie précédente, donc tant pis pour eux. Et puis, comme on avait 3 programmes à proposer, la construction d'écoles primaires, l'exposition sur le patrimoine khmer, qui intéressait beaucoup les gens du ministère de l'Éducation, j'aurais dit, là, c'est les 3 programmes, les écoles pour enfants aveugles font partie des 3 programmes, donc c'est les 3 ou c'est rien. Donc on m'a dit, bon, ben, allez-y pour votre école pour enfants aveugles. Donc on a développé le système de calcul avec l'abacus qui était déjà utilisé en Thaïlande. Et puis très rapidement, on va se retrouver avec un vrai problème, celui du programme et celui de la reconnaissance. J'ai envoyé une lettre à Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk qui m'a dit, écoutez, Sa Majesté la Reine viendra inaugurer votre école. Ça a été un tout petit peu compliqué avec la municipalité de Phnom Penh au début parce que c'était à Chebampeul et que Chebampeul n'était pas suffisamment bien pour être montré à la reine. Mais la reine a confirmé sa venue et en 48 heures, l'armée est intervenue, refait la route, repeint les arbres, etc. Et on a pu faire l'inauguration, vous voyez, j'ai bien changé, on a pu faire la première inauguration le 30 novembre 1994. Et puis de là, on s'est dit, ben, pourquoi ne pas avoir une deuxième école? Alors la première école, on l'avait faite sur un terrain qu'on avait acheté. Et là, j'ai dit, stop, c'est quand même au gouvernement de participer. Donc on s'est adressé à Sa Majesté le Roi, qui nous a mis à disposition un terrain à Battambang, au bord de la rivière, où on a pu construire la deuxième école, qui a aussi été inaugurée par Sa Majesté la Reine.
Donc on a eu le soutien de Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk, qui aimait beaucoup ce qu'on faisait, je devais l'amuser parce que j'avais 24-25 ans au début et j'allais comme ça de partout à travers le Cambodge et ça l'amusait de voir que j'arrivais à monter des choses avec les Cambodgiens, puisque depuis le départ, ce ne sont que des Cambodgiens qui ont travaillé sur tout l'ensemble des programmes de Koh Samui. Puis pour les enfants aveugles, il a fallu créer le braille khmer. Alors le braille, c'est quoi? C'est un système de codification. Donc c'est un système de points. Donc ça vous offre, il y a 6 points, donc ça vous offre 63 possibilités. Le problème, c'est qu'en khmer, vous avez 33 consonnes. Chaque consonne change de forme quand elle est placée en seconde position de consonne. Vous avez un nombre incalculable de voyelles. Et donc vous n'avez pas suffisamment de code avec 6 points pour une lettre. Donc il faut passer sur 2 fois 6 points, voire 3 fois 6 points pour arriver à transcrire tout ça. Donc on a fait des réunions pour essayer de travailler sur qu'est-ce qu'on va faire comme programme. Alors ici c'était une réunion avec l'UNICEF et c'est assez amusant puisqu'on voit Vada, pour ceux qui connaissent Vada, donc la femme de son excellence Praxopon, qui travaillait avec nous à l'époque. Et on va travailler sur la mise en place du braille khmer. Alors vous avez des gens qui nous ont dit, mais pourquoi vous ne mettez pas un système abrégé? Mais oui, très bien. C'était une bonne idée, une bonne fausse idée, une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que si vous apprenez à des enfants à lire des SMS, ils ne sauront jamais lire un bouquin. Alors si vous leur apprenez à lire un bouquin, très rapidement ils se mettront au SMS. Mais ça a été la même chose avec le braille. Donc on a monté cette usine à gaz qui était la transcription complète de la langue cambodgienne, mais qui nous permettait au moins de transcrire complètement ce qu'ils allaient pouvoir apprendre à l'école. Parce que Koh Samui a toujours souhaité travailler avec le ministère de l'Éducation et travailler en fonction des programmes nationaux. Pas qu'il y ait une éducation spéciale pour des gens spéciaux, non, une éducation adaptée. Et c'est comme ça qu'on va traduire les bouquins du ministère de l'Éducation pour qu'ils soient ensuite imprimés en braille et qu'on va les fournir pour les enfants. Et on va pousser le ministère à accepter les examens classe par classe, puis on va avoir les premiers bacheliers, puis les premiers à l'université, et petit à petit, l'intégration des enfants aveugles va se faire dans la société, et ça va se faire assez naturellement. Alors, il va falloir faire des campagnes de sensibilisation. Donc on a une expérience dans le noir qui existe toujours à Siem Reap, qui permet aux voyants de se rendre compte de la réalité pour les non-voyants. Donc vous êtes plongé pendant 10 minutes dans le noir, vous devez faire tout un parcours et c'est assez traumatisant. Et le premier à avoir fait ça, ça a été son Excellence Im Seti, ministre de l'Éducation, et ça lui a permis en fait de prendre conscience de la difficulté qu'ont les aveugles et donc de faciliter petit à petit l'intégration des écoles au sein du ministère. On a fait la même chose avec les enfants des écoles à côté, parce qu'on souhaitait que les enfants des écoles pour enfants aveugles puissent aller dans des classes inclusives, dans les collèges et dans les lycées à côté. Et donc qu'il y ait une acceptation de la part des enfants du voisinage. Et c'est comme ça que peu à peu, les choses vont se faire très naturellement. Ici, nos 3 premiers bacheliers et les enfants qui vont être intégrés. Et puis très rapidement, en fait, les sourds vont nous dire « Eh non !» Ben oui. Et donc on va développer la première école pour enfants sourds en 1997, à Chebampe aussi. On va développer toute cette éducation spécialisée, avec notamment de l'oralisation et la mise en place d'appareils avec l'organisation Enfants sourds du Cambodge. Et la même chose, suivre le programme national, parce que ce sont des enfants cambodgiens, comme tous les autres. Les classes maternelles, pour commencer dès le début, et ici, l'appareillage des enfants. Et puis on va faire, grâce à son Excellence Kyokenarit, on va avoir le soutien de TVK, on va avoir le soutien de différentes télévisions, où on va faire des traductions simultanées en langue des signes. Alors ce n'était pas pour les enfants qui avaient suivi nos cours, c'était pour peu à peu sensibiliser la population au fait que les sourds ne parlent pas comme les autres.
mais ils utilisent des signes. Et puis un comité de langue des signes pour arriver à normaliser les signes utilisés. Et puis donc un alphabet qui va être mis en place peu à peu. Alors, quand je dis cambodgianisé, ça n'a pas été cambodgianisé seulement sur les programmes, ça a été aussi sur la direction cambodgienne de Krou Saint Mei. Au début, j'ai pris une année sabbatique dans les camps, et puis la paix a été signée, donc ça m'a amené à un peu plus. Et donc, à partir de 1993, j'ai eu une directrice, Madame Soutini, qui a pris la direction de Krou Saint Mei et qui malheureusement est partie. Elle est partie en Australie, puisqu'elle a eu la chance d'avoir un visa pour l'Australie, et elle est partie du jour au lendemain. Donc j'ai dû la remplacer par un autre directeur, puis par une directrice. Et en 2010, j'ai fait appel à Orai, que vous connaissez, qui est un Cambodgien de France, qui est né à Tak Mao, et qui venait de partir du Cambodge. Il avait travaillé pour Aider Action, et je lui dis, écoute, reviens au Cambodge, j'ai besoin de toi. Et il me dit, ah non, je viens de partir, j'essaye de trouver un boulot ailleurs. Et je lui dis, écoute, j'ai besoin de toi, mais j'ai surtout une mission qui va t'intéresser. On va démarrer le grand virage, celui de travailler avec le ministère de l'Éducation pour que, un jour, le ministère de l'Éducation reprenne complètement les écoles pour enfants aveugles et pour enfants sourds. Il me dit, ça c'est très intéressant. Je dis, écoute, moi, je peux donner l'impulsion, je peux intervenir auprès de Samdech Hun Sen, je peux intervenir auprès des ministres, mais je n'ai pas la capacité, je ne sais pas travailler avec le ministère de l'Éducation au jour le jour sur les curriculums, donc viens travailler avec moi. Et c'est comme ça qu'Orai, avec ses équipes, a mis en place les conditions de la transmission. Et puis Orai est parti, et c'est aujourd'hui Daron, qui est ici, qui a repris la direction. Moi, je suis rentré en 2020 en France, et j'ai pas besoin de... J'ai des contacts une fois par mois, parfois, une fois par semaine, quand il le faut. Et ils m'utilisent quand il y a des problèmes pour que je vienne un peu gueuler ici, parce que je suis utilisé pour ça. Ça va être, cette transmission, ça va être aussi pas mal de publicité qui va devoir être faite, parce qu'il faut de la visibilité, il faut médiatiser, parce que c'est bien de faire des bonnes choses, mais il faut le faire savoir. Donc on a eu différentes opérations. Alors vous voyez, vous connaissez Madame Paula, ici, et là c'était au moment du sommet de l'ASEAN, on avait la femme du président indien, président japonais, vietnamien, Madame Hun Sen, présidente indonésienne et malaisienne. À un moment donné, en 2015, on s'est dit, tiens, on a passé un accord avec le ministère. Le ministère a accepté de prendre sur son payroll l'ensemble des professeurs, mais comment on passe la marche supérieure. Et puis on a eu un appel à candidature pour le premier prix des meilleurs profs du monde, un truc un peu fumeux à Dubaï. On savait qu'on n'aurait pas le premier prix, on savait qu'on allait faire cette compétition. Et donc on a envoyé, je suis allé à Dubaï avec Madame Paula, et en fait très rapidement, le prix de Dubaï a lancé une compétition par internet pour faire voter le public. Au début, j'ai demandé à tous les gens du bureau de voter en faveur de Mme Paula, et puis aux frères, aux sœurs, aux cousins, aux cousines, mais bon, on est limité. Puis à un moment donné, pendant la nuit, avec le décalage horaire, il y a un Afghan qui est passé devant Mme Paula. Alors, ça ne me plaisait pas du tout. Et à ce moment-là, on a pris contact avec son Excellence Kyokenarit qui nous a dit, bah, écoutez, je vais régler la chose. Il a appelé toutes les radios et toutes les télévisions du Cambodge. Il leur a dit, il faut faire voter les Cambodgiens pour Madame Paula. Alors au départ, ça a été mal interprété. Ils ont voté sur Facebook, ça ne comptait pas. Donc on a fait revoter sur le site de l'organisation. Et elle a fini par faire 127 000 votes, alors que celle qui a gagné le premier prix a eu 500 votes. Il faut savoir que c'était un peu truqué, parce que celle qui gagnerait le prix de meilleur prof du monde se devait de faire ensuite pour l'organisation la Varkey Foundation, qui faisait ce prix à Dubaï, devait faire des conférences en anglais pour la Varkey Foundation, donc du marketing. Et Madame Paula ne parle pas suffisamment anglais, donc on savait que c'était peine perdue.
Mais à côté de ça, on avait un support du ministère de l'Éducation, ce qui fait que je fournissais énormément de photos en même temps, et le ministère fournissait ses sites internet, et on a eu un Cambodge extraordinaire qui était derrière Madame Paula. Et quand elle n'a pas gagné, Samdech Hun Sen était furieux, lui a offert un prix personnel, et il a envoyé pour venir la chercher son fils, plus son excellence Ang Chun Daon, qui est allé la chercher à l'aéroport. Et ça a été la vedette. Et je suis rentré au Cambodge quelques jours plus tard, et à la douane, ils regardent et ils me disent, vous faites quoi au Cambodge? Et je dis, ben, je suis le patron de Crosart Mail. Ah, ils me disent, vous êtes un employé de Madame Paula? Je dis, oui, si vous voulez. Mais c'était très bien, parce que ça voulait dire qu'il y avait une appropriation, parce qu'on ne parlait plus des écoles pour enfants aveugles de Crosart Mail, mais on parlait des écoles pour enfants aveugles et pour enfants sourds du Cambodge. Et là, on avait marqué vraiment une étape. C'est comme ça qu'en 2016, on a pu signer un protocole d'accord avec le ministère de l'Éducation qui mettait une date limite à 2020 pour la transmission et qui a été bénie par le roi. Donc on a fait les 25 ans de Crosart Mail à Phnom Penh Mail, dans cette école qui a été construite sur un terrain qui nous a été fourni par Samdech Hun Sen. Ici, on a juste la photo d'avant. Donc on a Sa Majesté le Roi, bien entendu, et on a son Excellence Sorkeng qui représentait Samdech Hun Sen en tant que représentant du Premier ministre. Et donc on avait et la représentation du Premier ministre et Sa Majesté le Roi qui étaient là pour cette signature du protocole d'accord pour la transmission des écoles pour enfants aveugles. Et c'est comme ça que, ensuite, en 2019, eh bien, on a pu passer, Oraille et moi sommes avec son Excellence le ministre de l'Éducation, pour la passation des écoles pour enfants aveugles et pour enfants sourds. Donc ça se fera en présence de Samdech Hun Sen, qui nous a toujours soutenus sur cette opération, sachant que Samdech Hun Sen se considère comme handicapé lui-même, puisqu'il a perdu un œil. Et ça a été une opération formidable. Et beaucoup d'étrangers disaient, de toute façon, Benito, il ne faut pas se leurrer, ils ne sont pas capables, ça ne va pas marcher, tu verras, dans 2 ans, tout ça s'écroule. Et donc, je les ai pris au mot et j'ai dit, Samdech Hun Sen, si vous voulez, on va faire mentir les étrangers, on va faire des audits pour les 3 prochaines années et on va montrer que ça continue et que ça continue bien. Et en fait, comme il y a eu Covid, on n'a pas pu faire les audits complets les 2 premières années, donc on l'a fait sur 5 ans. Et c'est comme ça qu'en 5 ans, on a pu voir que non seulement les écoles avaient été maintenues, mais elles avaient été développées, sachant qu'en plus, Samdech Hun Sen nous avait délégué des parrains, puisqu'on a son Excellence Sorkeng à Battambang, son Excellence Kyokanari pour Kompongcham, son Excellence Tieban à Siem Reap, et bien sûr Samdech Hun Sen pour les écoles de Phnom Penh. Et là, j'avais trouvé une clé sur Internet qui m'avait plu parce qu'elle faisait son poids et elle était bien pour la photo. Et donc j'ai passé la clé de toutes les écoles pour enfants aveugles et pour enfants sourds au ministère de l'Éducation qui aujourd'hui les continue. Et pour nous, c'est notre plus grande fierté. C'est justement d'avoir participé à la création d'un programme complet d'éducation pour enfants aveugles et pour enfants sourds, d'avoir passé et de le voir continuer par les Cambodgiens. Et c'est toute cette histoire que je raconte dans le livre. Et c'est aussi cette transmission qu'on essaie d'avoir pour le théâtre d'ombre à Sisopod et sur lequel on travaille avec son Excellence, notamment. Voilà.